Je m'appelle Eric Labrie, je suis moi-même sourd, je travaille à la Cité des Sciences et qui fait partie de ce grand projet qui a fusionné avec le Grand Palais qui est Universcience, enfin le Palais des Découvertes à Paris, dans le 18e, et puis la Cité des Sciences juste à côté, à la Villette. Donc ça a fusionné pour devenir Universcience. Mon rôle, en fait, je suis responsable de l'accessibilité pour les publics sourds et malentendants. Donc, en fait, on est juste à côté, dans le quartier, vraiment pas loin. Et au niveau de la délégation de qualité des usages, en termes d'accessibilité, on a plusieurs missions. Et donc là, vous pouvez un peu voir toutes les missions qui nous sont attribuées. Et donc, on travaille sur l'accessibilité audio, en audio-distribution, à travers des écrans, pour toutes les expositions dans le musée. Et justement, notre réflexion, c'est comment rendre les musées accessibles en prenant en compte l'accessibilité dès la conception de l'exposition. Très souvent dans les musées, les équipes travaillent ensemble, échangent, créent une exposition pour la montrer au grand public, donc chez nous en l'occurrence ciblée sur des thèmes scientifiques, et on milite, nous, pour que l'accessibilité soit réfléchie dès la conception de l'exposition sous toutes les formes possibles. Voilà, il faut que ce soit audiovisuel, adapté à tout le monde. Ça peut être aussi tactile, avec la présentation d'objets, vraiment des façons très très diverses de rendre tout ça accessible. Donc ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce thème-là, sur l'accessibilité audiovisuelle, sur la communication, l'interactivité. Voilà, donc les différents éléments qu'on peut utiliser sont des films, des vidéos, le multimédia, le tactile, l'interactif, sur des iPads, sur des iPhones, sur des tablettes. Alors au niveau du multimédia, il y a encore plein de choses qui sont possibles. Voilà, c'est tous ces thèmes qui sont dans le multimédia au niveau audiovisuel, tout ce qui est simulateur, tout ce qui est table joueur, soit en collaboration, soit en compétition, des éléments divers au niveau de l'exposition qui peuvent être manipulés par les gens. Et puis il y a des installations, effectivement, qui sont faites soit qui font intégralement partie de l'exposition, soit sous forme de quiz, soit de façon interactive. Donc ça c'est spécifique à chaque exposition et à chaque élément, et on réfléchit à différentes solutions pour rendre ça complètement accessible. Donc tout est d'office déjà sous-titré, tous les éléments sont sous-titrés. Il y a des traductions également en langue des signes, en LSF, pour les sourds signeurs, et puis pour les malentendants, on va plutôt être sur du sous-titrage. Et puis il y a également une possibilité de sous-titrage en plusieurs langues, en français, en anglais, en italien ou en espagnol. Voilà, pour vraiment être ouvert à un public plus large, entre autres un public étranger, touristes européens qu'on reçoit beaucoup à la Cité des Sciences. Donc voilà, je vous montre des exemples dans différentes expositions. Là, c'était pour le Grand Récit de l'Univers. Juste avant l'entrée de l'exposition, il y avait un écran comme ça avec différents boutons proposant différentes langues. Donc, vous allez voir. Voilà, c'est une proposition en langue des signes avec ce logo. Donc là, c'est-à-dire c'est sans sous-titrage, uniquement en langue des signes, possibilité de sous-titrage en français, en espagnol, en anglais. Voilà. À côté de ça, on a d'autres possibilités où la langue des signes est automatique, et après le sous-titrage est soit en français, soit en anglais, soit en espagnol ou italien. Là, c'est une exposition sur les océans. Donc avec ces écrans, en fait, les personnes viennent s'asseoir ici et visionnent des écrans. Voilà, c'était sur l'état des océans. Là, une incrustation directement en langue des signes dans les films proposés. Donc là, vous avez quatre possibilités de choix au niveau des boutons. Donc choisir lancer la vidéo, soit en français, soit en langue des signes, soit en espagnol. Et on sait très bien qu'on ne peut pas mettre et la langue des signes, l'incrustation de la langue des signes et le sous-titrage. Pour les questions de lisibilité, on est obligé de séparer les langues. Donc c'est pour ça qu'on propose systématiquement ce choix. Alors ensuite,
bien que si on crée du sous-titrage sur cette vidéo-là, on ne voit plus la langue des signes à côté. Alors, après, il y a eu une exposition sur l'énergie qui était un peu particulière. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait sur un même écran plusieurs langues en même temps. On peut avoir la langue des signes, du français au niveau des sous-titres, et puis également de l'espagnol ou de l'anglais au niveau des sous-titres, mais qui étaient présents en simultané, comme vous pouvez le voir sur ces captures d'écran. Donc avec le français sur une première ligne, et puis l'anglais ou l'espagnol sur une seconde ligne, avec en même temps la langue des signes qui permet effectivement de rendre ça accessible et de le rendre, d'amener un partage entre les publics, de pouvoir regarder la même vidéo en même temps. C'est vrai qu'après c'est une question d'habitude. Il y a des pays, en Belgique ou en Allemagne, où ils ont plus l'habitude d'avoir comme ça des sous-titres différents. Par exemple à Bruxelles, ils ont l'habitude d'avoir des sous-titres en français et en néerlandais sur le même écran. Là en France, on a encore des difficultés, les personnes ne sont pas habituées. Pour elles, ça ne leur semble pas clair, pas assez distinct au niveau du positionnement sur l'écran. Il y a aussi l'utilisation de plusieurs écrans en simultané, donc avec des écrans en haute qualité, en HD. Et donc là, ça peut être assez intéressant parce qu'on peut jouer sur les images. Vous avez un écran avec des sous-titres en français, un écran avec dans une autre langue qui peut défiler en même temps, un écran avec la langue des signes, et comme ça, tous les publics peuvent suivre ces écrans en même temps. Voilà encore une présentation de boutons, de façon plus tactile, sur du multimédia interactif. Et puis, on note, à titre d'information, la durée des présentations. On essaye de les limiter pour le public, pour éviter qu'ils soient statiques et qu'ils s'ennuient. Donc on prévient avant sur chaque vidéo en informant de la durée du film. On a aussi des murs où on est complètement immergé dans l'image, des murs interactifs avec plusieurs images qui peuvent être manipulées par le public. Voilà, alors après, pour les enfants, dans la Cité des enfants, entre autres, il y a différentes expositions, mais les sous-titres ne sont pas adaptés aux enfants, qui ne sont pas encore prêts pour la lecture, à lire des sous-titres. Donc on essaie de trouver d'autres moyens, de mettre les choses en langue des signes, adaptées aux enfants, ou vraiment travailler sur du visuel, des images, des animations. Effectivement, la lecture de sous-titres pour eux est adaptée. Et au niveau des expositions, on commence à créer de plus en plus de boutons. On rajoute l'audio-description au choix, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'audio-description pour les personnes aveugles. Voilà, toutes ces options commencent à être de plus en plus systématiquement intégrées, comme vous voyez là. Et avec un seul écran, on peut rendre accessible aux sourds, aux étrangers, aux non-voyants. Alors, par rapport à toutes ces différentes expositions sur lesquelles on a pu travailler, on en fait un bilan à chaque fois. On a besoin d'un retour d'expérience du public, d'un échange avec le public, justement, pour savoir ce qu'il en est. Donc, il y a trois objectifs: l'accessibilité, les usagers, la façon dont ils l'utilisent. Alors, pour que les usagers l'utilisent, il faut que ce soit simple, qu'ils n'aient pas d'efforts à fournir, ou le moins possible. Éviter qu'ils soient dans une situation où ils puissent commettre des erreurs et que ça soit le plus intéressant pour eux. Voilà, et puis sur les retours d'expérience, il y a aussi le plaisir d'utilisation au niveau de l'interactivité, le confort visuel et puis le sentiment ressenti face à ces propositions et la qualité. Donc après, effectivement, différentes retour d'expérience varie selon ce qui a été mis en place, ce qui a été présenté. Alors là, ça va être pour plutôt des visiteurs sourds. Il faut que ce soit facile au niveau de la navigation, au niveau de l'interface, qui est sous-titres évidemment, que ce soit facile à lire sur l'écran, et puis pouvoir proposer plusieurs langues. Alors, au niveau des retours d'expérience des usagers, ce qu'on a pu en voir, c'est qu'effectivement, pour eux, ça a été très touché par cette accessibilité en langue des signes, par ces propositions en langue des signes.
Et puis ce qu'on a eu par rapport à la langue des signes, c'est vrai que parfois les concepts sont pas forcément évidents à intégrer pour eux, mais la langue des signes leur permet réellement de participer à ça et leur propose du coup un modèle de langue des signes. Et effectivement, c'est d'autant plus confortable pour eux que c'est une langue qu'ils pratiquent eux-mêmes tous les jours. Et donc, par rapport à tous ces éléments audiovisuels, pour qu'ils soient considérés comme étant valides, il faut qu'on réussisse à satisfaire tous ces visiteurs en termes d'accessibilité, de lisibilité, que ce soit pour les sourds, les étrangers, enfin vraiment pour tous les publics. Alors après, par rapport aux différents éléments qu'on peut mettre en place, c'est vrai qu'il y a aussi certains sens qui sont mis de côté. Et pour ça, il faut pas, et ça me paraît important de ne pas les oublier, et également pas oublier l'aspect humain, la médiation. Voilà, donc effectivement, par rapport à tout ce qu'on fait, il faut à chaque fois penser aux différentes possibilités sensorielles et à tout ce qui concerne la médiation humaine. Voilà, on pourra peut-être échanger un peu plus